La politique à l'heure du numérique. Nos femmes et hommes politiques sont-ils à la page? La culture digitale est-elle au rendez-vous? Quels sont les meilleurs élèves? Les TIC aident-elles à faire la différence? Pour en parler à un peu plus d'un an de la présidentielle 2024, un fin expert de la question, le Sénégalais Seydina Oumar Sorna, spécialisé en marketing, communication et business administration, face à Ousmane Gueye, consultant international, l'ancien responsable marketing de la CBAO, ancien directeur marketing et communication du groupe Sedima et ancien directeur général adjoint de l'agence Caractère, se prononcera également sur la prévention des risques et la transformation digitale dans les médias. À suivre ce dimanche 27 novembre 2022, après les éditions de 7h et 12h sur e-radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Technophiles d'ici et d'ailleurs, merci encore une fois de nous renouveler votre fidélité radiophonique. Amadou Barry a bien fait de nous introduire l'invité de ce dernier dimanche du mois de novembre 2022 et vous allez vite comprendre. Bonjour, Seydina Oumar Sorna. Bonjour Ousmane. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Sénégalais de nationalité, né à Banjul il y a un peu plus de 50 ans. Banjul dont vous gardez de si précieux et émouvants souvenirs. Voici ce que vous nous en dites. D'ailleurs, c'est une très petite ville. Tout était très simple. Le président de l'époque, Daouda Diawara, le premier président de la Gambie indépendante, se promenait tranquillement dans la ville à pied. Les policiers étaient en short avec des matraques. Vous nous direz tout à l'heure à quoi ressemblait le pays dans cette période au plan technologique. Ce que je n'ai pas encore dit aux auditeurs pour qu'ils comprennent, c'est que votre papa servait à l'ambassade. Il quitte le pays avec vous en 1981 pour la Côte d'Ivoire. Plus de 20 ans d'expérience dans le marketing et la communication, ancien ou responsable dans plusieurs boîtes, la CBAO, Sedima, les Grands Moulins de Dakar, Minerve au Sénégal, McCain, Ericsson, les agences d'Accor, Caractère, AD Partners Sénégal, entre autres. Vous avez également été journaliste avec des débuts au journal de l'économie. Nous sommes en juin 1998 et aujourd'hui, vous travaillez à votre propre compte avec Bismart, une structure axée sur les mêmes domaines. Beaucoup de femmes et d'hommes politiques au Sénégal, pour rentrer de plein pied dans cette émission, sont sur les réseaux sociaux. Quels sont ceux qui se distinguent le mieux en ligne aujourd'hui, si on fait le tour très rapidement? Merci Ousmane, merci aux auditeurs. En fait, Ousmane, il faut savoir que la présence des politiques sur les réseaux sociaux, globalement, enregistre une montée en puissance. Et le Sénégal n'est pas du tout en reste. On y retrouve tous les niveaux de la classe politique. Alors, ce qui se distingue, il faut juste savoir que tout dépend des critères de distinction utilisés. Est-ce qu'on parlera de taille de la communauté, de volume de contenu, du taux d'engagement? Il y a énormément de contenu, énormément de critères qu'on peut utiliser pour apprécier ce qui se distingue ou pas. Mais au Sénégal, tout réseau confondu, sur la base de ces critères, il y en a 3 qui ressortent très fortement du lot à fin octobre 2022. Parce qu'il faut savoir que nous, tous les 2 mois, nous faisons un bulletin sur la performance des hommes politiques au Sénégal. Donc, à fin octobre, le top 2, c'était essentiellement le président de la République Macky Sall et M. Ousmane Sonko. Mais il y a d'autres aussi qui sortent fortement du lot aussi. Mais le top 2, c'était vraiment ces 2-là. Oui, mais comment on explique cela? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une bonne stratégie? Est-ce que c'est parce que leurs fidèles sont plutôt connectés? Comment vous l'expliquez avec toute l'expérience qui est la vôtre et que je viens de retracer tout à l'heure? C'est là où je disais qu'on utilise une batterie de critères. C'est-à-dire, on peut utiliser la taille de la communauté, c'est-à-dire le nombre d'abonnés. On peut utiliser le taux d'engagement qui s'obtient par la somme des interactions sur l'exposition totale multipliée par 100, ou bien par rapport à la volumétrie des contenus publiés. Donc, si on prend ces critères-là, par exemple, sur ces 3 critères, le top 2 au Sénégal, c'est notamment le président de la République et M. Ousmane Sonko. Oui, mais comme je le faisais remarquer à
au patron, au coordinateur de la cellule digitale de la présidence de la République, hein, Ousmane qui a été notre invité, Ousmane Thiongane, il y a quelque temps. Le constat, c'est que globalement, en tout cas pour la communication digitale du président de la République, c'est que ça part toujours du président et ça revient généralement très rarement chez le président. Ça part toujours du président, il tweet, il dit ceci, il dit cela, mais souvent il n'y a pas de réponse en fait. Il diffuse comme un média en fait, c'est comme un média. Oui, mais bon, après, tout dépend de l'objectif qui est fixé à la page. Si c'est une page, bon, c'est vraiment un canal de communication, ça peut être une page informative, ça peut être aussi une page d'échange, et auquel cas on regarde les niveaux d'interaction, de troll et tout ça, mais tout dépend de l'objectif qui se fixe. Bon, en amont, moi, je sais pas quel objectif il s'est fixé, mais il peut se fixer juste comme objectif de publier, c'est-à-dire d'informer. Point barre. Ça peut être aussi une page d'interaction. Par exemple, je prends un cas d'exemple, c'est-à-dire il y a des hommes politiques qui utilisent le page comme sous forme de page Agora ou de page Warsahalat ou de page d'échange et d'information. Si c'est juste à caractère informatif, ben effectivement, ils ne tiennent pas compte en fait des trolls ou des interactions générées. Eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment de publier et d'avoir une exposition la plus large possible. Donc, oui, tout dépend de l'objectif qu'on se fixe par rapport à la page. Oui, mais pour moi, c'est important également en termes de respect hein, pour les Sénégalais quand on diffuse un message et que ça suscite des réactions, que derrière, on puisse apporter un certain nombre de précisions ou d'éclairages. Pour moi, c'est important aussi. Oui, mais à la fin de la journée, ce qui est important, c'est, comme je dis, hein, est-ce que si je vise de l'engagement, c'est-à-dire si j'ai comme critère le taux d'engagement, effectivement, oui, ce qui va être intéressant, c'est en plus de diffuser, c'est les interactions que ça génère. Nous-mêmes, par exemple, pour les hommes politiques que nous accompagnons, au-delà du taux d'engagement, nous utilisons un autre critère qui s'appelle le taux d'engagement communautaire. C'est-à-dire, en plus du taux d'engagement, on va affiner pour regarder les échanges, est-ce que ces échanges concernent notre communauté? Et en plus de ce qu'on appelle le taux d'engagement, il y a ce qu'on appelle le taux d'adhésion. Est-ce que ce qu'on a dit rencontre ou fédère notre communauté? Ou bien est-ce que c'est rejeté? En fait, il y a des critères, des batteries de critères de performance. Donc maintenant, tout dépend de nous, quels critères on met en avant. Par exemple, nous, quand on est par exemple, quand on accompagne un tout nouveau, par exemple, en politique, en plus du taux d'engagement global, on regarde le taux d'affinité, le taux d'adhésion, le taux de rejet et tout ça. Donc, on peut s'amuser à avoir des critères. Mais ce qui est intéressant, et là, c'est important de le dire, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de publier, il faut regarder le taux d'engagement. Parce que si on crée une communauté et qu'on ne communique pas avec la communauté, c'est très simple. C'est comme si on est un parti politique, on fait du recrutement et au moment de faire un meeting politique, on demande aux militants de rester chez eux. Parce que, quelque part, chaque publication est une occasion de meeting politique. Oui. Donc, par conséquent, les militants doivent être là pour montrer leur engagement par rapport aux choix, par rapport aux décisions, par rapport aux politiques. Donc, chaque publication doit être une tribune. Donc, si on ne génère pas suffisamment d'engagement au sein de la communauté, ça veut dire qu'on a une communauté passive. Et auquel cas, ça n'a pas sa raison d'être d'avoir toute une stratégie digitale. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ousmane. Bon, maintenant, après, il y en a qui, aujourd'hui, créent ces pages-là ou créent ces communautés-là, histoire de créer ces communautés, parce que ce qui les intéresse comme critère, c'est la taille de la communauté. D'autres vont s'intéresser à la taille de la communauté, au taux d'engagement. D'autres vont s'intéresser à la taille de la communauté, au taux d'engagement et au taux d'engagement communautaire. D'autres vont introduire d'autres critères. C'est-à-dire, plus par contre on a des critères affinés qui impliquent l'adhésion de la communauté, plus on aura une communauté engagée. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple basique. Oui. Supposons qu'on ait une communauté, par exemple, de 1 million. Personne ne réagit. C'est comme si demain, j'appelle les gens à un meeting politique, mais ces gens ne viennent pas venir. Hein? Oui, et qu'ils ne viennent pas, oui. Ces gens ne viennent pas. Tandis que même si on a une communauté faible et qu'on a un taux d'engagement élevé, ça veut dire que même en pleine pluie, si j'appelle les gens à un meeting politique, ces gens viendront. Parce qu'ils sont acquis à une cause. L'engagement est un critère essentiel au plan politique dans la gestion d'une communauté.
Oui, Mais si c'est oui, allez-y, allez-y. Oui, Seydina, je rappelle, chers amis auditeurs, que Seydina Oumar Sokhna, expert en marketing et communication, et particulièrement la communication digitale, la communication politique, est notre invité ce dimanche sur e-radio, une émission qui se tient à un peu plus d'un an de la présidentielle 2024, que bien entendu, nous ne sommes pas encore rentrés dans le compte à rebours. Évidemment, il faut le souligner à nos auditeurs. Mais Seydina, ce que j'aimerais poser comme question aussi, c'est peut-être l'âge l'âge des suiveurs de nos hommes politiques. On a l'impression que chez Ousmane Sonko, que le public est beaucoup plus jeune comparé à celui du président de la République. Vous en dites quoi, vous l'expert? Non, en fait, globalement, hein, parce que ça, par contre, c'est une étude que nous avons menée, non pas par rapport aux réseaux sociaux, mais oui, mais c'est une étude qu'on a menée en présentiel, hein. Donc, on se retrouve avec pratiquement des 15 presque 40 ans, habitants en milieu urbain, et qui ont un certain style de vie spécifique. Bon, cela dit, ça, on l'a étudié en présentiel. Parce que sur les réseaux sociaux, le drame, c'est que parfois, les profils affichés peuvent être des profils biaisés. Donc, on est obligé de faire des cross-études pour pouvoir mieux cerner la communauté d'une personne X et Y. Donc, on croise des études aussi bien sur le plan, virtuel que sur le plan présentiel, avec des études médias spécifiques, des études de consommation médias digital et tout, pour nous permettre de mieux cerner les profils, les personas de ces hommes politiques-là. Mais bon, globalement, il en ressort que c'est un public qui est relativement jeune. Mais c'est une tendance globale. Ça ne suffit pas qu'il n'y a pas de personnes âgées, mais c'est la tendance globale. Hein. C'est la tendance globale, c'est les personnes jeunes, habitant issus des milieux urbains, ayant des fonctions, parce qu'on a même les niveaux les fonctions, les niveaux de diplôme et tout ça. Quoi. Mais bon, ça fait l'objet de données protégées, en fait. Oui, ça c'est pour Facebook. On imagine naturellement qu'avec peut-être WhatsApp, ça aurait mieux passé, n'est-ce pas? En fait, WhatsApp permet de mieux cibler. Parce que, quoi qu'on puisse dire, les réseaux sociaux, c'est bien, ça a une bonne couverture, mais WhatsApp permet de mieux cibler par la création de groupes de diffusion ou par la création de groupes spécifiques sur des thématiques ou sur des sujets spécifiques ou sur des lieux géographiques spécifiques. WhatsApp permet d'affiner le ciblage, hein. Même si on peut cibler sur les autres réseaux sociaux, mais WhatsApp, ça permet un meilleur ciblage parce qu'on a les numéros de téléphone direct. On suppose connaître mieux la personne parce qu'on a déjà ses contacts. Donc, si on a ses contacts et tout, on est censé mieux connaître cette personne et ça nous permet d'avoir une base qualifiée, quoi. Oui, peut-être que l'autre aspect qui est aussi important avec WhatsApp, c'est que ça permet de contourner un peu l'illettrisme qu'on appelle dans le jargon Haïti l'illectronisme, que l'intéressé n'est pas obligé forcément de lire. Il lui suffit d'écouter peut-être un vocal d'un leader politique pour réagir à travers un vocal et là, on n'aurait pas besoin peut-être d'écrire quelque chose. Oui, c'est-à-dire il y a le vocal, la vidéo et tout. En fait, WhatsApp aujourd'hui à terme sera un canal très 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 prisé du fait de la simplicité, du fait du ciblage direct et comme on dit, comme vous dites, du fait des formats souples qu'on peut utiliser dans la transmission des messages. Le Sénégalais Seydina Oumar Sokhna, expert en marketing et communication digitale, notre invité ce jour sur e-radio. On laisse passer les infos et on se retrouve juste après, tout de suite pour la seconde partie. E-Tech, Ousmane Gueye sur e-radio. Gambien de naissance, Sénégalais de cœur, on peut faire le pari que c'est plutôt le numérique qui demeure à ce jour la véritable et authentique nationalité de notre invité. Diplômé dans plusieurs domaines porteurs, le marketing, la communication, la business administration, l'économie et j'en passe, Seydina Oumar Sokhna, 51 ans aujourd'hui, nous rend visite ce dimanche
pour un spécial numéro consacré non pas à la Coupe du Monde, mais à la communication politique à l'heure des TIC. Nos hommes politiques brillent-ils par leur absence ou sont-ils définitivement dans le match digital à l'heure où de l'autre côté de la planète, le mondial du foot bat son plein? Il nous répond depuis 13 minutes sur e-radio et continuera de le faire dans cette seconde partie. J'aimerais bien, Seydina, après vous avoir entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant 13 minutes globalement sur le rapport entre nos hommes, le rapport de nos hommes politiques à la communication digitale. J'aimerais bien vous entendre maintenant sur la stratégie. Quelle est la bonne stratégie étant sur les réseaux sociaux? Quelle est la bonne stratégie? Merci beaucoup, Ousmane. Alors, moi, je dirais pas quelle est la bonne stratégie, mais je dirais plutôt comment faire pour avoir une bonne stratégie. Oui. Alors, pour mettre en place une bonne stratégie sur les réseaux sociaux ou bien en ligne, c'est avant tout d'avoir un bon dispositif de veille, de bien connaître sa communauté, avoir des objectifs clairs et mesurables, parce que tout à l'heure, on parlait d'hommes politiques qui avaient juste un besoin informatifs, d'autres qui ont besoin d'échanges. Donc, selon les besoins, il faut clarifier réellement ces objectifs, les rendre clairs et mesurables, avoir une très, très bonne stratégie de contenu, ça c'est essentiel, savoir utiliser les formats idoines et avoir un bon digital planning. Et du coup, il faut avoir aussi bien des approches métriques, stratégiques et opérationnelles. Donc, voilà en fait plus ou moins les tips pour avoir une bonne communication en ligne. Oui, et souvent les femmes et hommes politiques qui viennent vous voir, ils vous font part de quels besoins? Alors, il faut juste savoir qu'à la base, nos hommes politiques sont plus orientés sur la création de communautés. Parce que pour beaucoup, la présence en ligne est réussie si la communauté est forte. Bon, souvent, nous, on a aussi un rôle assez pédagogique pour leur faire comprendre que une communauté sans engagement, ça n'en vaut pas la peine, d'une part. Et d'autre part, nous essayons de les amener à redéfinir leurs attentes sur le digital. Je donne un exemple, Ousmane. Quoi qu'on puisse dire, par exemple, un homme politique qui s'intéresse au milieu urbain, c'est pas la même chose qu'un homme politique qui s'intéresse au milieu rural. Parce qu'en fait, on a beau avoir une bonne percée du digital au Sénégal, mais dans certaines zones du Sénégal, les médias classiques, traditionnels, sont beaucoup plus performants. C'est une radio communautaire peut s'avérer être beaucoup plus relevante, beaucoup plus pertinente qu'une page Facebook. Donc, de plus en plus, on les amène à réellement cerner leurs besoins, à définir leurs cibles, à avoir des objectifs vraiment mesurables, parce qu'effectivement, oui, on va avoir une grande communauté. S'ils veulent avoir une grande communauté, c'est de quelle taille et tout ça? Parce que, in fine, l'effet de mode les amène souvent à avoir ou à vouloir des critères qui ne sont pas en adéquation avec leurs besoins ou par rapport aux attentes du moment. Ils peuvent plus générer de l'engagement, plus de l'adhésion qu'une forte communauté. Donc, de plus en plus, on a un échange avec nos clients et on les amène un peu plus ou moins à cerner leurs besoins avant de nous lancer dans une mission spécifique d'accompagnement sur le plan politique. Oui, si deux concurrents politiques, je préfère concurrents politiques à adversaires politiques, hein, parce qu'on est vraiment sur le plan des idées. Si deux concurrents politiques viennent vous voir pour une stratégie, disons, de communication en ligne, vous allez vous y prendre comment? Naturellement, vous me répondrez que chaque stratégie sera définie en partant des besoins de chaque acteur, de chaque client, parce que ce sont des clients pour vous. Alors, bon, d'abord, de facto, on ne peut pas avoir deux clients concurrents. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle le principe de non-concurrence. Donc, dès l'instant qu'il y a un principe de non-concurrence, on ne peut suivre qu'un seul des deux. Alors, le fait de suivre l'un des deux, aujourd'hui, on a une approche beaucoup plus marketing dans notre démarche. C'est-à-dire, on utilise beaucoup le marketing politique dans notre démarche, et ce qui explique la prépondérance de la veille dans notre approche. Parce qu'aujourd'hui, on est très orienté pilotage par les données. Donc, ça veut dire que dans notre approche, il y a deux éléments de sourcing majeurs, c'est la veille et les études.
Et sur la base des faits et des études, on en déduit, si vous voulez, une sorte de SWOT qui dégage nos facteurs clés de succès ou bien les problématiques à dégager. Et sur cette base de ces problématiques à résoudre, on en soit une stratégie de suivisme, c'est-à-dire on suit le concurrent, entre guillemets, dans sa logique et dans sa démarche, mais en faisant mieux, ou bien on a carrément une stratégie de rupture, ou plus ou moins, ce qui est dangereux de faire, c'est de faire du suivisme et de vouloir faire de la rupture. Ça, c'est plus risqué, c'est ce qu'on appelle courir après de l'IF. Donc, mais quand on a une stratégie de suivisme, là où c'est intéressant, c'est que chaque fois qu'il posera un acte, on va benchmarker cette action-là pour faire mieux ou bien pour prendre le contre-pied. Et ce qui nous amène après à dérouler. Donc, mais on ne peut pas suivre deux concurrents en même temps. Et fondamentalement, notre approche, notre accompagnement repose réellement sur la veille et sur les études. On est vraiment orienté données dans ce que nous faisons. Oui, et comment assurer maintenant l'éducation, la sensibilisation de la masse? Ou bien vous répondrez plutôt que l'enjeu, justement, c'est que la masse ne soit pas aussi stratégique que vous? Mais non, moi je veux dire, plus on a de gens, de personnes qui maîtrisent, plus c'est beaucoup plus simple. Parce que si on doit avoir ce rôle très pédagogique, ça veut dire que le chemin à parcourir est très long. Mais si tout le monde comprend le dispositif, tout le monde est à l'aise, ben écoute, ça peut aller beaucoup plus vite, quoi, pour nous. Au contraire, ce qui fait que la preuve, aujourd'hui, nous avons mis sur le marché une application qui permet aux gens de mieux comprendre les réseaux sociaux, de comment les utiliser. On a mis cette application gratuitement pour que les gens puissent aujourd'hui aller très vite dans l'acquisition des compétences et dans la compréhension de l'utilisation des réseaux sociaux. Plus les gens comprendront, plus nous, on ira plus vite, plus on pourra se faire des affaires dans le secteur. Le Sénégalais Seydina Oumar Sokhna, plus de 20 ans d'expérience dans le marketing et la communication, ancien ou responsable pour plusieurs marques, plusieurs boîtes donc, la CEDEAO, Sedima, les Grands Moulins de Dakar, Minerve Sénégal, McCain Erickson, les agences D'accord, Caractère et J-Partners Sénégal. Et notre invité ce dimanche sur e-radio, je ne vous ai pas encore posé la question sur la Gambie des années 1980 au plan technologique. Peut-être qu'on terminera là-dessus. Dans tous les cas, il nous reste peu de minutes dans cette émission. Les émissions portant sur le numérique allant vite parce que portant sur un secteur qui va lui-même très vite, c'est Seydina Oumar Sokhna. Mais j'aimerais tout de même avoir un petit regard de votre part sur la vie des médias à l'heure du numérique. Nous avons consacré énormément d'émissions à cette thématique. Je me souviens des numéros avec Benoît Ruel, le très regretté Lamine Touré, entre autres. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez cette trajectoire des médias à l'heure du numérique? Question vague, je sais, parce que je vais avoir une appréciation globale de votre part, vous l'expert. Par rapport aux médias? Oui, les médias et le numérique, globalement au Sénégal, on voit que de plus en plus, ils se mettent, disons, ils s'y mettent, ces médias, à travers notamment des directs Facebook, des directs YouTube. Globalement, cette immersion un peu de nos acteurs médiatiques dans le numérique, vous la trouvez comment, cette immersion? En fait, moi, je tiens juste à dire que quand on est dans un environnement avec un certain niveau de technologie et qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée dans cet environnement technologique-là, il est normal qu'on se retrouve avec une surabondance d'acteurs, ce qui est tout à fait logique. Ce qui fait qu'on quitte l'entité média vers la personne physique média, parce qu'aujourd'hui, même les personnes physiques peuvent aujourd'hui se comporter en médias et tout ça. Moi, là où ma crainte est, c'est les dérives. Parce qu'après, la désinformation peut être réellement aujourd'hui comme un levier pour certains médias pour gagner plus de communauté. Parce qu'en réalité, de plus en plus, avec l'avènement des réseaux sociaux, on joue sur un élément essentiel qu'on appelle la viralité ou le buzz. Or, ces deux éléments sont portés par la non-connaissance
la non-exploitation optimale de l'information. Donc, une chose peut devenir virale non pas parce que c'est vrai, parce que c'est très sensationnel et les gens n'ont pas d'information. Du coup, si les gens ou les médias sont mal intentionnés, ces médias-là vont tellement courir après la viralité d'une information ou le buzz d'une information au point de manipuler ou même à la limite d'abêtir leur audience. Et c'est là où ça fait plus ou moins peur. Mais si on sait vraiment en faire un bon usage, ce développement technologique-là permettra une démocratisation de l'information, de l'accès à l'information, de l'éducation et de belles choses, quoi. Donc, à la limite, il y a le côté négatif, c'est cette désinformation qui amène à ce qu'on puisse manipuler la masse, mais il y a ce côté positif pour vraiment être un levier dans l'information, dans l'éducation des populations, dans l'accès à énormément de choses, en fait. Voilà, oui. Et ces dernières années, il est beaucoup question d'influenceurs. Est-ce que l'appellation n'est pas de trop tout de même? Écoute, in fine, dans leur attitude, ils influencent. Dans leur attitude, ils influencent. Bon, maintenant, est-ce qu'ils influencent positivement ou négativement? Mais ils influencent. Donc, parce que en fait, ils contribuent à un changement de comportement, quoi qu'on puisse dire, ou bien à une adoption d'habitudes de consommation ou de manière spécifique. C'est vrai que aujourd'hui, on est confronté à trois mots influenceurs, activistes, leaders d'opinion. Bon, maintenant, quel est le bon compromis, sachant que les trois aujourd'hui jouent pratiquement le même rôle. Mais moi, je reste convaincu qu'on peut les utiliser à très bon escient parce que dans les campagnes de sensibilisation ou dans les campagnes de masse, ces influenceurs-là ou ces personnes dites ce qu'on appelle des influenceurs peuvent constituer un levier pour ces campagnes de sensibilisation ou de changement de comportement sur des thématiques positives. Il nous reste quelques secondes. J'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur l'éducation. Le Sénégal ayant déjà adopté sa stratégie de développement de l'éducation digitale, malgré les nombreuses avancées, des enseignants peinent encore à envoyer ou recevoir un mail. Comment sortir de cet enfermement, comme on parle d'éducation, sortir de l'enfermement? Bon, moi, à mon humble avis, l'adoption d'une stratégie suppose la mise en place d'un ensemble de mesures d'accompagnement pour en garantir la réussite. D'autant plus que cette stratégie implique un changement de comportement. Donc, par ailleurs, si on regarde l'état des choses, on note une certaine illusion de saturation c'est certains enseignants. Parce qu'une personne qui avait l'habitude de traiter ou de recevoir un mail par semaine et qui se retrouve du jour au lendemain à en recevoir 5 par jour, cette volumétrie subite crée à son niveau une sensation de trop-plein qui peut déboucher sur un rejet de cette approche-là, en fait. Donc, en réalité, on aurait dû les accompagner dans la gestion, dans la prise en charge de cette volumétrie qui, du jour au lendemain, est multipliée par 5 ou par 6 ou par 7. Donc, c'est juste pour moi une question d'accompagnement, de prise en charge de la gestion de cette volumétrie, de cette volumétrie liée à l'utilisation de la technologie, en fait. Donc, parce que du jour au lendemain, il se retrouve avec 10 mails au moment où il n'en recevait qu'un seul pendant un mois, quoi. Allez, Banjul, pour terminer un peu cette parenthèse diplomatique dans votre vie, c'était comment Banjul dans les années 80? Mais très rapidement pour finir. La télé commençait à être en couleur, donc voilà. Et à l'époque, les télévisions avaient des créneaux de diffusion claire. Ça commençait, je crois, à 19h et ça finissait presque à 22h, quoi. Donc, c'était pas dans le jour où on a des télés H24, quoi. Merci, Serena Oumar Sokhna. Merci beaucoup, Ousmane. Merci, expert en marketing et communication, la communication digitale principalement. Je rappelle que vous êtes né à Banjul il y a un peu plus de 50 ans. Vous êtes donc expert dans les domaines que j'ai indiqués tout à l'heure. Vous êtes donc né à Banjul. Vous avez quitté le pays en 81 pour la Côte d'Ivoire. Vous revendiquez plus de 20 ans d'expérience dans le marketing et la communication, ancien haut responsable pour plusieurs boîtes
soit CBAO, Sedima, Grand Moulin Dakar, Minerve Sénégal, McKinsey Erickson, D'accord, Caractère et J Partners Sénégal. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation ce 27 novembre 2022 sur iRadio. Très chers amis auditeurs, merci à vous aussi pour la fidélité renouvelée. Excellent dimanche et excellente semaine.